Coucou, on est mercredi et j'ouvre un nouveau vlog très tard. Ça va plus être une petite vidéo qu'un vlog. Il s'est passé pas mal de choses depuis le vlog dernier. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu un rendez-vous médical et il s'avère que je suis arrêtée sûrement jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc voilà, c'est pas forcément ce que j'avais anticipé. Je pense qu'on n'anticipe jamais ce genre de choses. J'étais fatiguée, donc je m'attendais à avoir une petite anémie ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Je vais très bien physiquement. Bébé va très bien également. Mais j'ai une petite menace d'accouchement prématuré qui est pas alarmante. Mais voilà, ma sage-femme et mon médecin ont décidé de me mettre en arrêt pour l'instant. Donc bon, voilà, j'ai été en arrêt au début, j'ai repris un mois, j'ai été en vacances, puis j'ai repris un mois et puis je suis réarrêtée. C'est pas forcément facile psychologiquement pour moi parce que j'aime mon travail et que voilà, j'avais vraiment envie de tenir jusqu'au 2 décembre, moment de mon congé mater. Mais vraisemblablement, c'est pas... médicalement en tout cas, c'est pas ce qui va se passer. Donc voilà, j'essaye de voir les choses positivement, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur l'arrivée du bébé, préparer un peu tout ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Vraiment pas facile de passer ma journée toute seule à la maison. Le week-end, c'est plus simple. Il y a mon fils, il y a mon conjoint, il y a les amis. La semaine, c'est un peu long. Les journées sont longues. Mais voilà, j'essaye de m'occuper, j'essaye de faire des choses. Et donc, je pense que je vais d'autant plus vous prendre en vlog. Je risque de faire des vlogs un petit peu plus longs parce que j'ai plus de temps. Et donc, ça, c'est plutôt voilà un des côtés positifs. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Dans le dernier vlog, je me suis rendu compte, je pense que j'étais vraiment déjà ailleurs. Et donc, je me suis rendu compte que je vous ai pas montré une de mes réceptions. J'ai déjà rangé les petits goodies qu'il y avait. Mais je voulais vous montrer deux réceptions, hop, qui sont ces deux-ci, qui sont deux romans de la nouvelle collection de HarperCollins, Au gré du monde. Autant vous dire que c'est une collection qui va me plaire, j'en suis certaine, tout simplement parce que j'adore la littérature étrangère et que ce genre de collection me plaît beaucoup. Donc, on m'a envoyé Tant de nuances de pluie de Asha Lemy. La couverture est juste magnifique. Hop, je vous montre un petit peu le roman. Il coûte 21,90 € et c'est donc traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Je vais vous lire le résumé. Kyoto, 1948. Nori Kamisa n'a que 8 ans lorsque sa mère la laisse devant l'immense demeure de sa grand-mère. La famille Kamisa est parmi les plus nobles du Japon. Or, Nori, aux cheveux crépus et à la peau foncée, est le fruit d'une relation scandaleuse avec un gaijin, un étranger, noir de surcroît. Alors sa grand-mère va tout faire pour la cacher. Elle l'installe au grenier et l'oblige à subir des traitements pour la rendre plus japonaise. Elle lui lisse les cheveux et la soumet à des bains d'eau de javel pour que sa peau blanchisse. Nori accepte son sort malgré sa curiosité lancinante pour ceux qui se trouvent à l'extérieur des murs du grenier. Mais lorsque le hasard amène son demi-frère aîné légitime, Akira, sur le domaine qui est son héritage et son destin, Nori accède à un monde nouveau, un monde dans lequel elle n'est pas une intruse, mais un être libre, digne d'être aimé. Cependant, tout a un prix, et la liberté de Nori exigera plus d'un sacrifice. A déménagé à New York où elle travaille dans l'édition. Alors, je ne sais pas exactement d'où est originaire l'autrice, mais je me renseignerai sur sa nationalité, etc. En tout cas, elle vit aux États-Unis, notamment à New York. Un autre roman également qui n'est autre que Café Angel, une nouvelle ère de Anne Jacobs qui a été publiée sous le pseudonyme de Marie Lamballe. Je me demande s'il n'a pas été publié il y a déjà quelques années. Je vais regarder, normalement ça doit être dit ici. En 2019. En 2019 en Allemagne. C'est une autrice donc allemande que j'aime beaucoup, qui est l'autrice de la saga La Villa aux étoffes que je viens de finir. Et donc j'étais trop heureuse qu'on me propose tout de suite de continuer à découvrir cette autrice, retrouver son écriture, retrouver ses mots, retrouver son univers. Et je vais vous lire le résumé. Wiesbaden, 1945. La jeune Hilde a du mal à croire à sa chance.
La guerre est finie et le café Engel a été miraculeusement sauvé. Hyde rêve de redonner à l'entreprise familiale le prestige qu'elle avait autrefois, quand ce café emblématique de la région réunissait artistes et personnalités influentes. Pour cela, elle ne peut compter que sur elle-même et sur sa mère, son père et ses frères n'étant pas revenus du front français. Grâce au marché noir florissant, elle parvient à rouvrir le café et les clients affluent. Des soldats américains, comme des Fräulein, ceux qui ont réussi à garder leur possession pendant la guerre, comme ceux qui ont tout perdu. Contre toute attente, le père de Hyde est libéré et rentre chez lui. Mais, à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hyde est reléguée à un rôle de serveuse. Et lorsqu'une belle jeune femme réfugiée de Prusse orientale se présente au café comme sa cousine Louisa, c'est le cœur de tous les habitants de l'immeuble et de ceux qui fréquentent le café que la nouvelle venue va conquérir, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hyde. Un roman choral passionnant dans lequel se croisent, au café Engel, une foule de personnes tous plus attachants les uns que les autres. On aura envie d'y faire un tour et de compter parmi les clients et les amis de Koch, irrésistibles. Il me fait très envie et c'est d'ailleurs ma lecture pour terminer le mois de septembre. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, trop hâte de le continuer. J'ai en plus un joli marque-page qui va avec et donc je vous en dirai des nouvelles sûrement dans le prochain vlog parce que je pense pas que je l'aurai terminé d'ici demain. Et voilà, mes vlogs sortent souvent le vendredi. J'aimerais me remettre en tout cas dans ce rythme du vendredi et donc voilà. Mais je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et puis, j'ai reçu cette semaine, Face au vent, une BD de Fanny Lib et Cyrielle Pisapia. Cyrielle Pisapia, c'est l'autrice de Le Passager, qui était une bande dessinée également publiée chez Le Duc Graphique sur la sclérose en plaques. Ici, on est sur une bande dessinée sur le cancer du sein, d'après ce que j'ai compris. Et c'est une histoire autobiographique de Fanny Lib. Donc voilà, les dessins de Cyrielle Pisapia viennent accompagner l'histoire de l'autrice, de celle qui a écrit le livre. J'ai vraiment hâte de le lire. Je vous en dirai des nouvelles. Il va être, je pense, lu dans mon challenge 7 jours, 7 livres qui a lieu du 14 au 20, je crois. Il faudra que je revérifie les dates pour vous les donner ici. Mais voilà, ça va être une de mes lectures, en tout cas de ce moment-là. J'ai terminé pas mal de romans dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai lu La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa, qui est un livre qui est un petit coup de cœur pour moi. Vraiment un roman dans lequel je me suis délectée de plonger, je me suis délectée de tourner les pages et j'ai été entièrement immergée dans ce roman qui m'a procuré quelque chose de très doux et c'est exactement ce dont j'avais besoin quand je l'ai découvert. On découvre donc Takako qui a le cœur brisé lorsque son conjoint, son petit copain, lui annonce qu'il va se marier, un peu comme ça de but en blanc. Et son oncle qui s'appelle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années, qui est un petit peu excentrique, qui est à la tête d'une librairie d'occasion, va lui proposer de venir pour l'aider, pour travailler dans cette librairie. Elle, qui n'est pas forcément une grande lectrice, va accepter et va se retrouver voilà, dans l'univers de cette librairie. C'est vraiment une ode à la littérature comme un ciment pour apaiser les cœurs, pour faire du bien. C'est un roman qui est parfait pour les amateurs de librairie, pour les amateurs de livres d'occasion, pour les amateurs des odeurs, des livres d'occasion qui ont une vie, qui ont une âme. Voilà, moi j'adore ça et c'est vrai que ce roman m'a complètement conquis. Et je suis très heureuse de l'avoir découvert. Il est très court, il fait 190 pages, donc il se dévore. Mais vraiment, il est extrêmement profond. Malgré qu'il soit très court, on est totalement immergé. Et j'ai trouvé l'écriture, alors très poétique. Je pense que l'écriture japonaise a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je découvre des auteurs, des autrices japonais. Et à chaque fois, je retrouve cette écriture absolument sublime, poétique, qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. Et donc, ce roman, c'est vraiment un livre qui est très imagé, qui est très immersif. Et donc, voilà, je me suis retrouvée dans cette librairie et c'était un vrai bonheur. Donc, je ne peux que vous le conseiller. En plus, voilà, il est assez court, donc il se dévore complètement. J'ai lu également Les Presque Sœurs de Chloé Corman. C'est publié chez Point.
C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur des enfants. On est entre 42 et 44 et en fait, il y a des milliers d'enfants juifs, d'orphelins, leurs parents ont été déportés, qui sont séquestrés par le gouvernement français, le gouvernement de Vichy. Et ils vont voilà, connaître bien sûr l'horreur des camps d'internement, l'horreur d'être juif à cette époque-là, et puis la menace qui plane des prochaines rafles qui pourraient éventuellement les emmener dans les camps de concentration. C'est un livre extrêmement fort, extrêmement juste, même s'il m'a manqué quelque chose. J'ai du mal à savoir quoi. Est-ce que, alors il fait 200 pages, est-ce que il n'était pas assez long? Est-ce que c'est l'écriture qui m'a peut-être un peu bloqué à certains moments? Je ne sais pas. J'ai du mal d'ailleurs à en parler, j'ai du mal à écrire ma chronique, je n'arrive pas à l'écrire. Parce que j'ai aimé, je l'ai lu, je l'ai terminé. Il fait partie de ces romans extrêmement importants et essentiels à lire. Mais je ne sais pas, il m'a manqué quelque chose. Et donc voilà, mon avis est un petit peu mitigé. Même si encore une fois, j'ai bien aimé. Et j'ai été extrêmement touchée par le sort de ces petites filles, par le sort de ces enfants. On ne peut qu'être touché en fait par ce roman. Et voilà, je m'arrêterai là pour ce livre. Chloé Corman est née à Paris en 83. Chloé Corman, en fait, dans ce roman, part à la recherche et part à la rencontre en fait de ces 3 cousines qu'elle aurait rencontrées si elle n'avait pas été assassinée à Auschwitz. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être, en tout cas je vous en parlerai sur Instagram, c'est sûr. Pour l'instant, je suis encore un petit peu mitigée sur ce livre et sur la chronique que j'ai envie d'écrire et ce que j'ai envie d'en dire. Puis j'ai plutôt écouté en audio et lu en partie le livre papier « Moi, Tituba, sorcière » de Maryse Condé. Maryse Condé qui est une autrice que j'avais extrêmement envie de continuer à découvrir. C'est une autrice très connue, notamment aux États-Unis. Et dans ce roman, elle nous parle de Tituba. Tituba qui est la fille d'une esclave qui a été violée par un marin anglais. Et puis elle naît à la Barbade, elle est initiée au pouvoir surnaturel. Et elle va être menée dans sa vie à Boston, puis au village de Salem. Autant, voilà, j'imagine que le nom vous dit quelque chose, les fameux procès de Salem, la fameuse ville pleine de sorcières, etc. Donc c'est assez profond, c'est assez noir comme roman. On est vraiment sur l'histoire d'une sorcière, qui a existé, enfin d'une femme qu'on dit sorcière, bien sûr, et sur ce procès de Salem en 1692, pardon. Et Tituba, en fait, elle va être à un moment arrêtée et puis oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale 2 ans après. Et Maryse Condé, dans ce roman, elle va donner une voix à cette femme, lui redonner vie, nous permettre de la rencontrer, nous permettre de suivre son chemin, son cheminement, ses questionnements. C'est un livre que j'ai trouvé assez, comment je pourrais dire, pas difficile à aborder, mais une écriture travaillée, mais surtout une écriture pointue, de telle sorte que parfois il fallait que je relise certains passages, mais pour moi voilà, c'est vraiment un classique de la littérature, notamment sur les sorcières, sur ce procès de Salem. Mais surtout, il permet de réhabiliter cette femme et je trouve que Maryse Condé le fait avec brio, le fait avec énormément de bienveillance. Je ne dirais pas de tendresse parce que c'est pas un livre tendre, mais elle le fait avec tendresse dans le sens où elle réhabilite cette femme d'une façon à lui redonner vie et à lui redonner corps. Voilà, je voudrais pas vous en dire plus. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un classique de la littérature, notamment, encore une fois, sur les sorcières. Et donc, il était indispensable que je le lise, parce que je lis beaucoup de romans sur les sorcières et que j'avais vraiment envie de lire ce roman.
et puis de continuer et de découvrir Maryse Condé, qui est une autrice qui est née en Guadeloupe, qui vit aux États-Unis, qui est une grande autrice, selon moi, en tout cas qui est reconnue par ses pairs. Et voilà, pour moi, c'était essentiel de découvrir ce roman. Et donc, voici pour ce livre. Et puis, j'ai lu un roman qui m'a bouleversée, autant que parfois, j'ai eu du mal à le continuer parce qu'il était gros et que il y a certains passages qui étaient très, très difficiles. Un roman qui vient nous parler du racisme aux États-Unis. C'est un roman extrêmement puissant, extrêmement poignant. D'un côté brutal, d'un côté extrêmement lumineux, où l'on rencontre donc un jeune homme qui a la peau extrêmement noire et on le surnomme Charbon. Ses parents vont vouloir un petit peu le pousser à devenir invisible pour ne pas qu'il ait à subir le destin dû à sa couleur de peau extrêmement foncée. On sent déjà toute la différence qu'il y a entre les peaux métisses, les peaux un peu noires et puis les peaux vraiment extrêmement noires Charbon dont il est question ici. Et ce petit garçon va être poussé à devenir invisible de telle sorte que lors d'une tournée, un écrivain noir américain fait la connaissance de cet enfant et il va se demander presque si cet enfant vit, si cet enfant existe vraiment. Et en fait, cette rencontre de cet écrivain noir américain avec ce petit garçon surnommé Charbon, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit un petit peu fantasmée, fantastique, va amener l'écrivain à se poser la question du racisme aux États-Unis. Et en fait, ça va l'amener à un constat qui est clair. Être noir aux États-Unis, c'est un danger. C'est risquer sa peau, c'est risquer sa vie au quotidien et c'est avoir des barrières à certains moments. C'est un roman qui est une tragédie complètement folle et en même temps c'est un roman, comme je vous le disais, qui est lumineux. C'est un livre qui vient dénoncer le racisme, qui vient dénoncer l'oppression, qui vient dénoncer la différence comme quelque chose de mauvais. Et voilà, je suis vraiment... j'ai été conquise par ce livre, qui est L'enfant qui voulait disparaître de Jason Mote. Il a reçu le National Book Award 2021, c'est publié chez J'ai lu. Et voilà, c'est un livre qui m'a bouleversée autant qu'il m'a rendue folle à certains moments et que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que il mêle vraiment la brutalité du racisme, la brutalité d'être noir aux États-Unis et en même temps une incroyable lumière, une incroyable douceur par certains moments, une incroyable poésie également. C'est vraiment un livre qui m'a énormément touchée et dont je me souviendrai longtemps. Donc voilà, je voulais vous en parler et peut-être voilà, vous donner envie de le lire. J'essaye de ne jamais en dire trop sur les romans, donc j'espère que je n'en ai pas trop dit. En tout cas, voilà, vous avez mon avis, et donc si il vous plaît, n'hésitez pas. C'est un gros pavé quand même, il fait 430 pages. L'écriture est assez fluide, mais voilà, moi parfois je l'ai trouvé assez dur, mais il est essentiel, et donc je ne peux que vous le recommander. Comme je vous le disais, je termine donc le mois avec Café Engel, et puis une nouvelle ENC Hurlevent parce que j'ai le bonheur de continuer cette aventure. Voilà, il y a eu des petits remaniements chez les voix. Elles ont décidé, et elles nous en avaient parlé il y a quelques temps, de garder un socle parce que voilà, le groupe s'était très bien entendu, qu'on est un peu devenus les égéries de cette maison d'édition. Et donc voilà, on a eu un petit formulaire pour pouvoir dire un peu ce qu'on en pensait, continuer ou pas, etc. Et c'est vrai que moi, ça a été une superbe aventure. J'adore leurs romans. Et donc, j'ai proposé de continuer. Et elles m'ont fait le bonheur de me garder pour être une voix hurlevent encore cette année, pour l'année 2023-2024. Donc, c'est un grand bonheur. Et donc, je découvre une ENC qui est assez difficile à lire. Je dois rendre l'avis bientôt. D'ailleurs, il va falloir que je me remette à la lire. Mais j'ai pas mal de rendez-vous là ces prochains jours. Donc, je pense que je vais utiliser ce temps pour continuer ce roman, le terminer
Il est vraiment très très gros, je pense qu'il va être aussi gros que le roman de Millie Davis, donc c'est pour vous dire, Millie Davis est vraiment le plus gros roman des éditions Hurlevent. Mais il est incroyable et je vous en reparlerai. On est en catégorie histoire. Je peux donner des indices après. J'ai inventé la police en France. Et je ne suis pas Gérald Darmanin. On est vendredi et comme d'habitude, je clôture ce vlog super tard. J'ai pas de lecture dont je vais forcément vous parler. J'ai beaucoup avancé sur Café Engel de Anne Jacobs, mais je ne l'ai pas du tout terminé. J'en suis à la moitié à peu près. J'espère que je l'aurai terminé d'ici début octobre, mais rien n'est sûr, donc je vous en reparlerai. Par contre, j'ai reçu pas mal de petites choses et hier je suis allée, comme vous avez pu le voir dans quelques précédentes images, à une superbe rencontre. Je suis donc allée à la librairie à la Marge, qui est une nouvelle librairie à Montreuil, alors plus particulièrement au métro Robespierre. C'est vraiment juste à côté de chez moi, donc c'était parfait comme sortie parce que j'ai plus tellement le droit de sortir et de faire des choses. Et donc là, forcément, c'est à 1 minute de chez moi, je ne vais pas rechigner, hein, et surtout que c'était pour rencontrer Titiou Lecoq, qui n'est autre que l'autrice de Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les hommes. Donc j'ai eu une jolie petite dédicace. Et c'est également l'autrice de pas mal de choses, En vacances Simone, Comment apprendre à manipuler ses parents en 1 semaine, Le couple et l'argent, les femmes ont aussi fait l'histoire, Libérer, le combat féministe se gagne avant le panier, La théorie de la tartine sans télé, Les morues. Voilà, elle a écrit pas mal de petites choses qui sont là. Et donc, c'est un livre qui parle des femmes oubliées. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a ici. C'était vraiment une superbe rencontre, c'était extrêmement drôle. On a fait un quiz féministe. Je ne sais pas si vous aurez vu les catégories dans les plans précédents, mais en fait, on était divisé entre 4 équipes. Il y avait l'équipe de la cup, l'équipe de c'était quoi, la culotte menstruelle, le flux instinctif et la ménopause. Donc c'était très très drôle. Les questions étaient vraiment très intéressantes et nous montraient un petit peu ce dont ce livre parle. Je vais vous lire le résumé. De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues, ce livre leur redonne leur voix. Donc, extrêmement envie de le lire. Vraiment, il me fait très, très, très envie. J'étais avec Flo et avec Coralie et Flo m'a donné extrêmement envie de le lire parce qu'elle l'a déjà lu en grand format. Donc, voilà, c'est Les Grandes Oubliées de l'histoire. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes et c'est publié dans la collection Proche. Et j'ai eu la chance, en grande avant-première parce qu'il sort début octobre, de recevoir de la part de Anne-Sophie, donc de la maison d'édition qui était là hier soir, ce livre qui n'est autre que l'adaptation de Les Grandes Oubliées pour la jeunesse, donc plutôt à partir de 8 ans jusqu'à mon âge, 99 ans, parce que c'est absolument magnifique. Vraiment, quand on l'a découvert avec Flo, on était là, waouh, mais il est trop beau cet album. C'est donc Les femmes aussi ont fait l'histoire de Titiou Lecoq. Déjà, la couverture est absolument splendide. L'arrière également. Et alors, les dessins, mais je vais vous montrer. Alors déjà, on a une frise qui est très, très belle. Et je vais vous montrer une des premières, Les femmes préhistoriques, la paléontologie. Mais c'est juste d'une beauté incroyable. Vraiment, j'étais subjuguée en voyant, j'étais là, waouh. C'est une illustration de Stéphane Kiel. Et en fait, il y a plein de gens qui ont contribué au dessin. Et il y a leur nom. Par exemple, ici, là, on a une illustration de Jake Berreri. Donc voilà, il y a plusieurs illustrateurs comme ça qui ont participé. Et vraiment, enfin, c'est sublime. Oh là là, j'ai vu regardez ça. Olympe de Gouges.
c'est splendide. J'adore. Et voilà, ça reprend un petit peu son roman en nous parlant de l'histoire telle qu'on l'enseigne encore à l'école, qui ne tient pas compte du rôle des femmes au fil des siècles. Pardon, ça a coupé. C'était une de mes directrices. Je viens de les prévenir aujourd'hui entre hier et aujourd'hui que j'étais en arrêt jusqu'à la fin de la grossesse. Donc voilà, j'ai pas mal d'appels pour savoir comment je vais. Et là, une directrice qui me proposait de venir avec mes collègues pour boire un petit café avec moi. Ça se voit l'émotion. je suis extrêmement touchée et je me rends compte en fait de ma chance. Alors je pars complètement sur autre chose, mais la chance que j'ai de travailler déjà dans le milieu, je pense, social, dans le milieu des enfants et des femmes, et avec des directrices et des collègues d'une compréhension vraiment sans limite, enfin voilà, mes directrices ne s'empêchent pas de m'appeler pendant mes arrêts pour avoir de mes nouvelles. Là, on me propose de venir boire un café pour me voir, pour prendre soin de moi, en fait. Enfin bref, je trouve que c'est adorable et ça fait du bien parce que c'est très très dur pour moi d'être en arrêt. Je pense que mes collègues sont au courant de ça. Parce que j'aime énormément mon travail et que j'ai un peu l'impression d'abandonner mes patients et notamment alors mes directrices bien sûr, mais notamment les collègues que j'encadre, entre guillemets, que j'aide et que je soutiens au quotidien. Et donc voilà, c'est assez dur, je pense que mes collègues sont au courant et donc ça fait du bien, voilà, de savoir qu'elles veulent venir me voir, qu'elles veulent venir boire un petit café, qu'elles pensent à moi et que la question n'est pas du tout de savoir quand est-ce que je reviens, mais juste comment je vais. Voilà, je m'arrête là, mais très émue de ce coup de téléphone, c'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, je vous parlais de ce livre jeunesse qui, je pense, est un cadeau absolument parfait pour Noël, notamment pour les ados, que ce soit des filles ou des garçons, parce que c'est pour les deux, avec plein de dessins, plein d'explications. Et il y a toute une partie sur la chasse aux sorcières, le début des temps modernes, avec voilà une histoire un petit peu de la chasse aux sorcières. Oula, ce livre m'aurait bien aidé pour la vidéo qui va sortir dans pas très longtemps, que j'ai déjà tournée. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas retourner une petite séquence pour en parler. Je vais le lire et puis je vais voir un petit peu. En tout cas, extrêmement intéressant. Et donc, voilà, je vous le conseille fortement. Et moi, je vais m'en aller assez rapidement le dévorer. Là, je vais avoir le temps pour dévorer des romans. Je pense que vous risquez d'avoir pas mal de chroniques prochainement parce que je vais avoir un temps incommensurable vu que je suis alitée. Je dois rester au repos chez moi. J'ai le droit d'être assise ou allongée, je dois faire le moins possible. Donc eh ben, je vais lire et puis je vais vous parler des livres et je pense que ça va déjà bien m'occuper. J'ai reçu également de la part de Hauteville, c'est un de mes derniers colis de mon partenariat 2023 avec eux. J'ai demandé dans le dernier programme Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn, c'est son dernier roman. Et ce roman est absolument splendide. On est d'accord? Il est absolument magnifique. La couverture est incroyable. Je suis obligée de le lire en décembre. Pour le coup, je ne vais pas le lire tout de suite. Parce que vraiment, cette couverture, c'est l'hiver, quoi. Il faut que je le lise en hiver, peut-être fin novembre. Mais en tout cas, il est splendide. C'est un gros pavé. Il fait à peu près 550 pages. Et je vais vous lire le résumé. En 1937, à Kiev, Mila Pavlichenko se consacre à ses études et à son jeune fils. Mais l'invasion de l'Ukraine par Hitler fait basculer son destin. Envoyée au front, Mila se métamorphose en impitoyable chasseresse de nazis, connue sous le nom de Lady Death. Quand ses 300 victimes font d'elle une héroïne nationale, elle est envoyée en tournée aux États-Unis. Blessée et endeuillée, elle s'y sent isolée, jusqu'à ce que sa rencontre avec Eleanor Roosevelt et un ami, ressurgi du passé, lui offre une possibilité de bonheur. Mais cette virée américaine pourrait s'avérer plus dangereuse que le front lui-même, et Lady Death devra éviter les balles ennemies pour changer le cours de la guerre. Tellement envie de le lire.
Et cette autrice a vraiment écrit pas mal de romans. Alors, il n'y a pas la liste. Le réseau Alice, La Sécheresse, Le Code Rose et Le Diamant d'Odessa. J'ai le réseau Alice dans ma pile à lire. Ouais, je l'avais acheté à Book Off, je crois. Et donc, trop heureuse de recevoir celui-ci. Et en cadeau, pour fêter cette année de partenariat et surtout pour fêter le prix du roman historique 2023, j'ai reçu Le Code Rose de Kate Quinn, toujours au format poche cette fois-ci, qui est un gros pavé aussi, qui fait 700 pages bien tapées et que j'avais très envie de découvrir. Il était dans ma wishlist des poches que je voulais me procurer, donc ça tombe bien. Alors que la Grande-Bretagne se prépare à combattre les nazis, trois femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine. Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin la vieille fille du village, Beth. Or, la guerre, le deuil et une sombre trahison, sépareront les trois amies, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies pour casser un dernier code, celui qui leur révélera le nom du traître. Mais chaque pétale du code rose qu'elles effeuillent les rapproche du danger d'un ennemi redoutable. Il me fait très envie. Je me demande si je ne vais pas le lire. Alors, en octobre, j'ai quand même déjà une palle assez conséquente. Mais en même temps, j'ai du temps. Donc, je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire d'octobre. Et qu'on verra un petit peu si j'arrive à le lire, tout simplement. Et puis, dernière réception, et je vais clore ici ce vlog parce que j'ai pas d'autres lectures et que j'aimerais éventuellement sortir ce vlog ce soir ou demain matin. J'ai reçu de la part de Pocket un roman de la sélection Grand Prix des lecteurs Pocket 2024. Alors j'ai vérifié et je crois que les recrutements n'ont pas commencé, donc j'étais un peu étonnée. Il s'agit de La fille de l'ogre de Catherine Bardon. On a un joli marque-page avec. Et puis une dédicace, donc je remercie énormément les éditions Pocket, notamment Camille et Emmanuel. Et puis bien sûr Catherine Bardon pour cette dédicace qui fait grand plaisir. C'est toujours un bonheur de recevoir des romans dédicacés, comme ça, savoir que la maison d'édition et l'autrice ont pris du temps pour ça. Enfin, je trouve ça vraiment super. Et donc, c'est un roman, je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas lu. Le bouleversant destin de Flore de Oro Trujillo, la fille d'un des plus grands sinistres dictateurs que la terre ait porté. 1915, Flore de Oro naît à San Cristobal en République dominicaine. Son père, Rafael Trujillo, petit truand devenu militaire, vise la tête de l'État. Déterminé à faire de sa fille une femme à la hauteur de sa propre ambition, il l'envoie en France dans le très grand chic pensionnat de Bouffémont. Quand il prend le pouvoir, Flore de Oro rentre dans son île et rencontre celui qui deviendra le premier de ses 9 maris, Porfirio Rubirosa, un playboy au profil trouble, mi-gigolo, mi-diplomate espion, qu'elle épouse à 17 ans. Mais Trujillo entend contrôler la vie de sa fille, comme celle de tous les Dominicains, entièrement soumis aux bienfaiteurs de la patrie. Marqué par l'emprise de ces deux hommes à l'amour nocif, de mariage en exil, de l'Allemagne nazie aux États-Unis, de grâce en disgrâce, Flore de Oro luttera toute sa vie pour se libérer de leurs joues. J'ai confondu deux autrices. Catherine Bardon n'est autre que l'autrice des Déracinés. Autant vous dire que j'ai extrêmement envie de découvrir ce roman parce que j'ai adoré Les Déracinés, j'ai adoré la précision historique de l'autrice, j'ai adoré découvrir un pan de l'histoire que je ne connaissais pas. Et donc, autant vous dire que celui-ci me fait extrêmement envie et que je suis extrêmement touchée de l'avoir reçu parce que j'ai adoré vraiment sa saga précédente et donc trop contente. Vraiment, je suis joie de l'avoir reçu. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que vous avez passé un joli moment, même si je pense qu'il sera assez court. Je vous ai quand même parlé de quelques livres, je vous ai montré quelques réceptions. Voilà, j'espère que vous aurez passé un joli moment. N'hésitez pas à me le faire savoir et puis on se retrouve très rapidement pour plein de nouvelles vidéos.